des ateliers, des événements organisés. Il y en a un qui est par exemple organisé mi-juin, enfin début juin, qui est sur la valorisation de sa start-up. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser une start-up et dans l'idée de monter des partenariats derrière ou de la vente. Ça peut être des ateliers sur la stratégie, sur le business model, sur le côté juridique, enfin, il y a tout un tas de sujets à traiter. Et l'idée, c'est de partager un peu avec des experts qui viennent de l'extérieur ces bonnes pratiques avec nos startups. C'est aussi ouvert à d'autres startups qui ne sont pas forcément incubées dans le format classique, c'est-à-dire de l'incubation avec un bureau prêté. Mais on communique sur Effray Entrepreneur, donc sur le Facebook généralement. Et c'est une inscription ouverte à tout le monde, c'est gratuit, vous pouvez venir, ça se passe dans les locaux d'Effray. C'est en petit comité, généralement une quinzaine de personnes, 10-15 personnes maximum. Et voilà, c'est des ateliers où l'intervenant parle d'un sujet, ensuite c'est des questions-réponses avec les startups présentes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre ce qu'on fait sur le Facebook d'Effray Entrepreneur. Et juste un mot sur Boubacar, du coup, parce que ça fait plaisir d'avoir un ancien de l'Effray, un ancien qui est aussi entrepreneur et qui est passé par Effray Entrepreneur il y a quelques temps, de faire des initiatives comme ça. Donc on est ravis de pouvoir accueillir du coup ce type de meet-up et ces initiatives au sein de l'école. J'espère que ça va durer, donc il faut tenir bon, parce que je sais que c'est pas facile d'organiser des meet-up et quand on a une vie à côté, un job, une entreprise à faire tourner. C'est d'autant plus difficile quand c'est des formats qui sont gratuits, où on peut avoir 50 inscrits et au final on se retrouve avec une dizaine de personnes. Donc voilà, vous êtes en tout cas privilégiés d'être parmi les 10 présents ce soir. Donc profitez bien de ce meet-up là. Je pense que ça va être, j'ai vu le line-up, enfin les speakers, ça va être je pense très intéressant. C'est super intéressant. Moi je t'encourage vraiment à continuer ça parce que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. Et il y a à venir d'autres synergies avec pas mal de boîtes françaises qui s'intéressent aussi à ce qui se fait en Afrique et à ce qu'on peut faire aussi comme business ou comme start-up, soit directement là-bas, soit depuis la France. D'accord. Je sais que ça intéresse par exemple NJ ou des groupes comme ça. D'accord. Et donc il y aura possibilité, je pense, d'associer dans les futurs meet-up pour avoir peut-être un format qui va évoluer petit à petit. Mais au début, en tout cas, c'est toujours dur de créer sa communauté, de communiquer. Clairement. Et petit à petit, les relais vont se faire. Et voilà, il faut persévérer. Ça marche aussi beaucoup par le bouche-à-oreille, le réseau, ce genre d'initiative-là. Ouais. Parce que voilà, moi je suis passé par le Ciné-Networking et c'est des bénévoles qui organisent ça. Donc même vous, si vous êtes spectateur aujourd'hui, vous avez peut-être un rôle à jouer là-dedans, ne serait-ce que pour communiquer pour les prochains autour de votre réseau, inviter d'autres personnes, parce que plus on est, forcément plus le meet-up va prendre de l'ampleur. Et l'intérêt d'un meet-up comme ça, je pense, c'est de partager des expériences, mais aussi de développer un réseau dans une thématique. Donc voilà, moi je suis tout à fait pour et je t'encourage à continuer. Merci beaucoup. Et voilà, bravo pour ce que tu fais et merci. Voilà, bon meet-up à tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Romain. On peut l'applaudir. Merci. Ok, alors je me présente rapidement. Donc je suis Boubacar Diallo, le fondateur d'Africatech. Merci à tous d'être venus ce soir. Donc rapidement, Africatech, avant de passer au meet-up, c'est un média qui fait la promotion des startups africaines et de la diaspora, des personnes comme vous et moi qui sont ici et qui veulent entreprendre ou retourner en Afrique pour entreprendre. Et c'est également ces fameux meet-up qu'on organise pour pouvoir montrer aux personnes qui veulent être entrepreneurs ce que c'est l'écosystème des startups, rencontrer des personnes qui sont déjà dedans, qui sont à différents stades. Certains sont au niveau de l'idée, certains ont déjà levé de l'argent, plus de 300 000 €. D'autres sont en recherche de cofondateurs techniques, d'autres sont vraiment à différents niveaux. D'autres ont déjà une activité récurrente avec des clients. Ça va vous permettre en tout cas de vous immerger et puis de réseauter tout simplement. Ok. Et donc c'est pour ça que justement nous le but c'est de faire venir des personnes qui ont des startups ou qui n'ont pas des startups, mais en tout cas qui veulent partager une expérience, parler de quelque chose qui pourra intéresser d'autres personnes dans la salle. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les startups, les personnes qui veulent créer des startups. Et on va essayer par la suite, ce n'est pas encore le cas, de faire venir aussi des investisseurs, que ce soit dans le réseau
pour que des personnes puissent pitcher devant ces investisseurs pour s'entraîner, pour voir un petit peu quel est le dialogue, le discours à tenir devant des investisseurs, qu'est-ce qu'ils cherchent. Et également aussi voir pourquoi pas des mentors, donc d'autres personnes qui ont déjà pas mal d'expérience, qui ont soit des entreprises, soit ont eu des hauts postes et auraient des conseils qui pourraient vraiment vous aider dans l'étape à laquelle vous êtes rendu. Donc ces meet-up très rapidement, voilà, c'est des talks, c'est juste des petites conférences, vous allez voir, donc 2 personnes ce soir vont intervenir, il devait y avoir une troisième, elle s'excuse, elle a eu une réunion super importante justement avec comment ça s'appelle, le comité de direction, donc il ne peut pas venir, il est à l'autre bout de Paris. Et du coup, ça va vous permettre aussi de networker à la fin, d'échanger un petit peu. Et puis, comme disait Romain tout à l'heure, le responsable de l'incubateur qui est ici même, que vous pouvez voir de l'autre côté, donc qui accueille des entreprises, c'est vraiment d'en parler autour de vous, parce que c'est comme ça aussi qu'on pourra ramener d'autres personnes dans le réseau intéressantes et intéressées par le concept. Donc rapidement, vous avez vu Romain tout à l'heure qui est à la fois l'entreprise Warren Walter et aussi responsable de cet incubateur, Effray Entrepreneur, qui s'est déjà présenté. Vous avez pu voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Ils font régulièrement des sessions pour que les startups puissent pitcher, puissent intervenir et voir si elles peuvent être incubées dans les locaux d'Effray Entrepreneur. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, les speakers, donc c'est les personnes qui vont faire partager leur expérience pendant 5 à 10 minutes avec un échange ou pitcher, présenter leur startup. C'est des personnes comme vous et moi. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir sa startup, d'avoir démarré ou d'être très expérimenté. C'est simplement si vous voulez partager une expérience. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines sessions. C'est très simple. Vous allez voir voilà, le format. Et aussi, le but, c'est que ce soit vraiment un échange avec l'audience et vous puissiez poser toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas à aller les voir à la fin. Voilà. Ils viennent vraiment pour ça, ils prennent de leur temps. Il faut savoir que c'est aussi des entrepreneurs super occupés. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Voilà, donc pour ce soir, le line-up, donc les présentations qu'on va avoir. On va avoir Riles Sikni, donc il va nous présenter l'UX. Donc peut-être certains connaissent, d'autres connaissent moins bien. Ça va être l'occasion justement de parler de tout ça ce soir. Et ensuite on aura donc Azimat Adjassa de Sunu Startup qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous, qui pourra aussi présenter l'entrepreneuriat technologique au féminin en Afrique. Voilà, donc un sujet aussi très très intéressant. Et comme on le sait, voilà, au niveau en tout cas africain, les femmes, on sait qu'elles sont très très investies. Je dirais pas plus que les hommes, mais bien plus même, carrément plus. Et je pense qu'il faut vraiment compter avec elles si on veut que l'Afrique se développe. Donc elle va nous montrer un exemple un petit peu de ce qui se fait en Afrique. Voilà. Donc merci à tous. Je vais vous, comment ça s'appelle, introduire le premier speaker, Riles, qui va pouvoir présenter. Okay. On peut être mal poli. Je me rapproche. C'est dans le cadre. Ok, super. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci à Boubacar et toute l'Africatech d'avoir organisé ce meet-up. Alors pour ceux qui ne m'ont jamais vu croiser, je suis effectivement Riley. Je suis un ancien de cette école d'ingénieur. Je suis ingénieur UX. Bon, je ne vais pas parler de mon parcours, je reviendrai dessus à la fin si ça vous intéresse. Mais je pense que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est la raison de ma talk. Je vous mets quand même dès à présent mes informations de contact, sachant que si jamais vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez toujours passer par soit l'Africatech,
soit le Slack, et je suis assez réactif là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions, si vous avez besoin d'informations, etc. C'est un vrai plaisir que de pouvoir aider n'importe quel entrepreneur à essayer d'avancer là-dessus. Et donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous avez tous eu accès au petit formulaire que j'avais lancé, mais l'idée, c'est que je voudrais que les interventions que j'effectue pour l'Africatech soient vraiment des choses qui sont directement dans vos besoins. Donc l'idée, c'est que au fur et à mesure que vous avancez sur votre projet, si vous avez des problématiques d'UX, de conception, etc., n'hésitez pas à m'en faire part le plus vite possible pour que vraiment ces petites séances de talk qu'on crée viennent vraiment répondre en fait à vos problématiques. L'idée, c'est vraiment presque de vous offrir du consulting pendant ces talks pour répondre vraiment à vos besoins, pour qu'à chaque fois que vous ressortiez d'ici, vous dites ok, ça a répondu à mes questions, je peux avancer, etc. Profitez de ce temps-là. Je ne connais pas très bien tout le marché, mais je sais que ça coûte assez cher. Donc n'hésitez vraiment pas à profiter de ces sessions-là pour que je réponde à vos questions. Si même vous avez envie de m'envoyer de la matière pour que moi je réfléchisse et que lors d'une prochaine talk, je prenne votre cas comme exemple et qu'on avance dessus, c'est faisable aussi. Je veux vraiment vous proposer de la ressource durant ces sessions-là. Donc n'hésitez pas à être actif et à demander. Ça étant dit, je vais faire une première introduction parce que c'est la première fois que j'interviens officiellement. Donc je vais vous parler un petit peu de la session du jour. Je vous ai fait un rapide sondage pour savoir un petit peu sur quoi on allait travailler. Je vais quand même peut-être un peu improviser la session en faisant un rapide tour de table pour savoir un peu qui sait quoi sur l'UX. Donc si vous pouvez très rapidement les uns après les autres me dire un peu ce que ça vous évoque, que je puisse un peu vous cerner, si vous voulez bien commencer. Vous connaissez pas? Ça vous dit rien? Ok, super. C'est tout le parcours client. D'accord, l'UX parcours client, ok. Tu veux ajouter quelque chose d'autre? De A à Z. D'accord, ok. Moi, je dirais faire matcher une interface graphique avec un besoin, une fonction client. D'accord, faire matcher une interface graphique avec un besoin client, ok. Juste derrière. J'aurais dit aussi parcours client, donc l'optimisation du parcours client. D'accord. Pour plus facilement accessible. Ok, super. Mademoiselle à côté? L'expérience utilisateur. Oui, c'est quoi justement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous deviez l'expliquer à quelqu'un. D'accord, le ressenti qu'aura le client en arrivant sur le site. On va continuer derrière. Alors moi, je me précise encore plus, c'est vraiment le parcours client sur un site, une application. D'accord. C'est-à-dire surtout médias numériques qui va permettre de faire entrer le client au plus près du produit qu'on est en train de présenter. En faisant le jeu des couleurs, des graphiques ou autre. D'accord, ok, il y a un petit résumé de tout ce qui a été dit avant, super. Juste derrière. D'accord, vous ne connaissez pas du tout? Pareil, de l'autre côté, jeune homme? Pas du tout. Juste derrière. Vous êtes reconnu dans les réponses qu'il y avait avant? Ok, super. Les demoiselles derrière? Ça vous parle pas du tout? Ok, super. Alors, vous avez tous plus ou moins raison. L'UX, c'est un petit peu ça. Mais je vais vous avouer que c'est quand même assez mal défini. Il y a énormément de profils UX. J'avais même prévu une talk en fait pour parler que de ça. Je peux vous donner un contre-exemple, enfin un autre type du UX. J'ai un collègue à l'époque qui travaillait chez Foursquare. Alors c'est assez vieux Foursquare, mais il me disait je suis UX. Et je lui dis tu fais quoi? Il me dit je développe en Rails les interfaces. Alors, le type est développeur mais il est UX. Donc c'est assez fouillis, et donc je vais essayer de m'accorder un petit peu là-dessus. Pour résumer, l'UX, la User Experience,
je vais raconter sur la définition qu'avait Apple dans les années 80, c'est quand on conçoit un produit ou un service, c'est comment on voit ce service ou ce produit fonctionner et comment on voit ce produit ou ce service interagir avec les clients et les utilisateurs. Et à partir de là, tout ce qui va toucher à ça, tout ce qui va être dans cet écosystème pourra être considéré comme de la UX. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un produit à Monoprix, il y a de la UX derrière. Le fait que les rayons soient définis de telle manière pour faciliter votre recherche, c'est de la UX. Le fait que les caisses sont à une certaine hauteur parce que c'est plus facile pour vous de poser les objets, c'est de la UX. Ça va très très loin, c'est pas que dans le digital, ça marche aussi dans le physique. C'est partout, mais c'est vraiment comment je vais amener mon utilisateur à comprendre et à utiliser le produit ou le service. Voilà, si je dois le résumer très simplement, c'est ça. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner la différence avec l'ergonomie dans ce cas? Ergonomie, alors c'est très très proche. La différence, elle est plutôt sur l'approche. L'ergonomie, on est sur une science, on est sur une neuroscience, donc on est sur une science du cerveau, en tout cas pour la partie digitale, où c'est comment le cerveau interprète l'information pour comprendre ce qu'il voit. L'ergonomie, aujourd'hui dans l'UX, on se sert beaucoup d'ergonomie, et notamment du principe de user mental model, le modèle mental utilisateur. Je vous donne un exemple de ce qu'est un mental model. Sur votre téléphone, quand vous l'allumez, le petit bouton vert avec je peux pas dessiner, avec l'espèce de petite lune, vous savez que c'est un combiné de téléphone. Et vous savez que c'est un combiné, et quand vous voyez un combiné, vous savez que vous pouvez le prendre avec votre main. Ça, c'est le modèle mental. Un modèle mental, c'est je vois une image et mon cerveau comprend comment s'en servir. L'ergonomie va énormément travailler sur l'aspect comment le cerveau comprend l'information pour pouvoir l'utiliser et comment le reste du corps, les muscles vont s'adapter pour comprendre un fonctionnement. Et la UX se sert de ça, mais va beaucoup plus loin en allant ensuite proposer en fait tout l'enrobage d'interface. Mais effectivement, c'est une très bonne question. La différence entre la UX et l'ergonomie commence à fondre. J'étais d'ailleurs dans un cabinet de conseil d'ergonomes et j'étais l'un des seuls UX. Et à la fin, en fait, les clients n'étaient pas capables de dire si j'étais un ergonome ou un UX. Parce que pour eux, la limite est vraiment très fine. Mais très bonne question, on pourra parler de ça bien plus en détail. Je profite de cette question pour vous dire qu'à tout moment, vous pouvez m'interrompre pour me poser des questions. L'idée, c'est vraiment que vous ressortiez de là avec un maximum de réponses. Donc le thème qui avait été choisi aujourd'hui, que vous aviez choisi, c'est le MVP. Donc on va essayer d'avancer un petit peu là-dessus. On a un petit peu plus de temps parce qu'il y en a un qui n'est pas là, donc on va en profiter. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un MVP? N'hésitez pas à lever la main, c'est pas filmé de votre côté. D'accord? Ok. Donc on va voir ce que c'est que le MVP, comment ça peut vous aider un petit peu à structurer vos projets, vos startups et les erreurs à éviter. Entendez bien que ce que je vous donne là aujourd'hui, c'est pas des paroles d'or, c'est un retour d'expérience. Donc ne prenez pas tout pour acquis. Allez quand même voir ce qui se fait ailleurs et comparer les informations. Donc le MVP, alors ça je l'ai résumé, on peut y aller. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product, le produit minimum viable. C'est en gros la solution que je veux développer, comment je peux la réduire de telle sorte que la plus petite particule de cette solution répondra aux besoins. Il y a une deuxième définition que moi j'aime bien aussi, c'est Minimum Valuable Product. C'est la valeur minimum du produit. Pourquoi je parle de ces deux notions? C'est parce qu'on peut très bien créer quelque chose qui fonctionne, mais qui n'aura aucune valeur, que personne n'aura envie d'avoir, parce que ça sert à rien. Mais vous pouvez le fabriquer, vous pouvez le vendre, mais ça sert à rien. Vous pouvez aussi fabriquer quelque chose,
mais le vendre, mais qu'il ne soit pas suffisant en lui-même pour que ça avance. Et donc l'idée, c'est d'arriver à trouver ce juste milieu. Donc moi, je parle plutôt de MVVP parce qu'il faut qu'un produit soit viable tout seul, le MVP, soit viable vraiment sur sa brique élémentaire. Il faut qu'en plus, il ait de la valeur. Il faut que vous puissiez dire, voilà, j'ai créé un truc qui sert à quelque chose. L'objectif du MVP, c'est de valider que vous avez un besoin. Il y a un besoin qui existe et qu'en plus, il y a un marché qui existe derrière. Sans avoir à créer toute votre architecture de produit ou de service. Donc je vais rentrer dans un exemple très concret. La nourriture. Ça marche toujours. Mon produit, c'est un menu. C'est un burger, des frites, du soda. Ça c'est mon menu, c'est mon produit. Maintenant, mon MVP, je vais essayer d'extraire tout ce qui finalement ne sert pas vraiment à mon menu ou qui n'a pas vraiment en soi de valeur. L'exemple que je vais vous donner là, c'est le burger sans le soda et les frites. Je veux dire, quand vous allez dans un fast-food, est-ce que véritablement vous choisissez votre menu en fonction des frites et de la boisson? Non. Ce qui vous intéresse d'abord, c'est le burger. Donc là, on raccourcit notre MVP, on enlève le soda, on enlève les frites, et ensuite on regarde le burger. On se dit, qu'est-ce que je peux enlever là-dedans pour que ça reste quand même un burger et que j'arrive à le vendre. Alors on enlève un petit peu toutes les garnitures et à la fin il nous reste finalement que le pain et la viande. Si j'enlève le pain, c'est plus un burger, c'est un steak. Si je garde que le pain, c'est du pain. On est d'accord? Là j'ai mon MVP. Ce que vous devez arriver à faire avec vos produits et vos services, c'est vous dire ok, là j'ai un produit, c'est quoi qui enlève le mal de tête aux gens? C'est ça? Ok. Est-ce que je peux enlever la boîte? Oui. Est-ce que je peux enlever la notice? Oui. Est-ce que je peux enlever l'inscription? Oui. Est-ce que je peux enlever la connexion? Oui. Est-ce que je peux enlever le forum? Oui. Est-ce que je peux enlever les images? Ah, non, là les gens ne prendront plus. Ok, je garde. Le MVP, c'est vraiment, j'épure au maximum mon produit pour que je puisse très rapidement le développer et le tester. C'est surtout ça qui compte. Je veux tester très vite ma solution. Je veux voir si ça a un impact sur les gens, positif ou négatif. Et je veux voir combien de personnes sont prêtes à payer pour ça. Voilà. Ça, c'est le MVP. Est-ce qu'il y a des questions? Yes. Quelle est la différence avec la preuve de concept? Ah, je l'attendais, celle-là. Quelle est la différence entre le MVP et le POC, Proof of Concept? La différence, le Proof of Concept, l'objectif du Proof of Concept, c'est de dire je suis capable de fabriquer la solution. Ok? Le MVP, je vais dire la solution que j'ai fabriquée, je sais qu'elle est fabricable parce que le Proof of Concept me l'a dit, elle est fabricable, j'en ai une version là, mais est-ce qu'elle a l'impact souhaité et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer? Le Proof of Concept, ça va être est-ce que mon médicament guérit du cancer? Je vais tester. Et après, mon MVP, ça va être comment il va se concrétiser? Est-ce que je vais le packager, je vais mettre une boîte, je vais mettre des trucs, je vais rajouter de l'enrobage, je vais rajouter du sirop pour qu'il soit plus joli, je sais pas. C'est vraiment ça la différence. Le Proof of Concept, j'essaie de prouver que la solution fonctionne. Le MVP, j'essaie de me prouver qu'il y a un marché et que les gens sont prêts à payer. Ça répond à ta question? Super. Il y a une autre question? Non? Ok, on avance. Du coup, si ça c'est clair, je vais vous parler de quelques erreurs que j'ai pas mal vues sur ces 5-6 dernières années concernant le MVP. La première, c'est l'anti-MVP, c'est typiquement le Proof of Concept. C'est des gens qui vont pas du tout dans le sens du MVP. Donc ça, c'est clair et net, je n'ai pas besoin de le définir plus. Le MVP qui est trop packagé. Alors, j'ai eu ce problème-là une fois. Un type qui veut développer une application et je lui dis bon ok, on va commencer par un MVP pour voir si ça a un intérêt ou pas. Ok, il n'y a pas de souci. Alors moi, je connais mon business, c'est ça que je veux développer et puis il y a la liste de fonctionnalités qui arrive derrière. Mais genre la liste de fonctionnalités. Je dis oui mais il
il y a trop de fonctionnalités, ça va être trop long. Et l'objectif, c'est de développer ça très très vite pour justement vérifier que ça va fonctionner. Non, ça va marcher, je suis sûr, j'ai testé, je m'en servirai tous les jours au boulot, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a un moment, il faut qu'on commence par développer quelque chose. Donc, vu qu'on n'a que 2 mains pour coder et que le code il s'écrit que sur une fonction en particulier, on va pas pouvoir écrire 2 trucs en parallèle. Il faut commencer par un truc. Non, il faut tout, il faut tout. Alors là, vous partez sur un mode de développement qui est ce qu'on appelle du V, quoi. Donc, vous faites toutes les spécifications, vous développez pendant 3 à 6 mois, et puis vous larguez le truc, et à la fin, vous mettez dans la tête des utilisateurs, et ils arrivent devant, et ils comprennent rien, parce qu'ils sont sur un truc avec plein de fonctions, et ils savent pas à quoi ça sert. C'est pas du MVP. Le MVP, c'est vraiment le besoin minimum pour me dire « Ah ouais, c'est ça c'est pas mal ». Et généralement, les gens ils disent « Ah, c'est génial comme truc, mais faudrait rajouter ça ». Quand ils vous disent ça, c'est que vous avez votre MVP. Si les gens vous disent Ok, j'adhère, c'est nickel », posez-vous des questions, c'est que vous en avez peut-être fait un peu trop. Élaguer au maximum. Alors, l'erreur numéro 3, c'est celle qui fait le plus mal. C'est les gens qui font des MVP. Soit ils rajoutent des fonctionnalités sur fonctionnalité sur fonctionnalité, soit ils font leur MVP, ils se disent ok, c'est bon, je l'ai fait, ça marche, bon ben on développe la vraie appli, ou on développe le vrai service. L'objectif du MVP, comme je vous l'ai dit, c'est de tester votre marché, est-ce que les gens sont prêts à acheter. Donc l'objectif du MVP, c'est vraiment d'être testé. À ce niveau-là, je vous recommande un petit bouquin, je vous balancerai la référence via l'Africatech. C'est des types de Google Ventures qui ont mis en place un sprint en 7 jours. En 7 jours, ils font un MVP, ils le testent. 7 jours. Et c'est pas des trucs du genre une petite application de réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Il y a des trucs, il y a des robots, enfin ça techniquement ça va très très loin. Ils arrivent vraiment en 7 jours à faire des applications sympas et à les tester. Les erreurs du MVP, alors que j'appelle ça Approved by Mom and Dad, mais les erreurs du MVP aussi que je vois, c'est on fait un MVP puis on se le teste entre nous, ou on fait tester des amis. Ça c'est à éviter, absolument à éviter, parce que le problème c'est qu'à partir du moment où vous avez un lien émotionnel avec une personne, elle ne sera pas forcément franche avec vous. Allez voir des gens que vous ne connaissez pas, ou alors si vraiment vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par les amis et la famille, dites-leur d'entrée de jeu, c'est pas à vous. C'est un collègue qui vous a donné ça, il vous a demandé de l'évaluer, et vous savez pas trop quoi en penser. Là, ça cassera un petit peu la barrière du j'ai pas envie de te dire que c'est nul, et ça vous permettra d'avoir du feedback. Mais testez absolument avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est super important. MVP coded. Ça, c'est une problématique aussi que je vois énormément dans mon startup. On part du principe qu'on a une solution, on veut créer un produit, un service, et on réfléchit tout de suite application mobile, site internet. Et c'est une erreur. Vous n'avez pas besoin de développer d'application, vous n'avez pas besoin de développer de site internet pour tester si votre business il est intéressant. Il y a des centaines d'exemples, mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé en faisant des Excel. Et simplement, alors typiquement, je reprends l'exemple de l'Africatech. L'Africatech, vous avez le site web de l'Africatech qui récapitule un peu tout ce qui se passe. Ils auraient très bien pu commencer avec un Excel partagé type Google Spreadsheet et balancer en fait les bons plans là-dessus. Et les gens seraient allés sur l'Excel, auraient chopé les bons plans, et là ils auraient pu se rendre compte si ça intéressait des gens ou pas. C'est tout bête. Mais l'idée c'est vraiment, ne vous lancez pas dans du développement pour vérifier si votre idée elle est bonne. Vous pouvez tout simplement aussi faire des fausses landing pages, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, où en fait, vous mettez en forme en une page l'idée de votre produit, et vous dites, vous marketez vraiment le truc, et vous dites, c'est bientôt dispo, inscris-toi si tu veux le commander. C'est ce qu'on appelle des fausses portes en fait. Exact. C'est une très bonne question et c'est justement pour ça qu'on va faire de la UX. En fait, l'erreur
l'erreur qu'on fait tous en voulant essayer d'entreprendre dans des pays qui ont des cultures différentes des pays dans lesquels on est maintenant, c'est de se dire, c'est comme ici. Ah, ils ont Internet, ils ont Facebook, ils ont YouTube, ils voient ce qu'on voit, donc quelque part ils savent ce qu'on fait, ils savent comment ça marche. Justement, la UX, c'est tout l'inverse de ça. L'idée, c'est d'avoir une démarche scientifique de test, validation, pour en fait essayer de concevoir quelque chose qui va aux gens. Je vous donne un exemple très différent pour vous montrer qu'il y a eu des erreurs d'UX sur les mêmes domaines. Le premier parc Euro Disney qui a été créé, il n'y en a eu qu'un en fait, je dis n'importe quoi, à Paris, en France, ils ont fait les premières années du parc Euro Disney, ça a été une catastrophe. Ça n'a pas du tout marché, en fait. Enfin, c'est pas du tout marché, mais ça n'a pas eu du tout le succès escompté. Vous savez pourquoi? Non? Personne ne sait? Oui? C'est peut-être au niveau des animations. Non, c'est pas au niveau des animations. La nourriture? Presque. C'est presque ça. En France, on est très titillant sur la nourriture, donc... C'est presque ça. Mais c'est tout à fait ça. Il n'y a pas eu de problème avec les animations et tout. Mais là où les gens ont bloqué, c'est quand ils sont allés manger. En fait, dans les restaurants, il n'y avait pas de vin. Il n'y avait pas de vin. Et du coup, les gens ont bugué. On leur proposait que des sodas à l'américaine. Et ils ont été totalement réfractaires à ça. Et donc, en fait, les designers du parc, les UX à l'époque, mais ça ne s'appelait pas comme ça, quand ils sont arrivés en France, ils ne se sont pas posé la question de la culture, d'adapter leur concept à la culture. Et au début, ça n'a pas marché. Et ils ont mis du temps, en fait, avant de comprendre ça. Il y a plein d'erreurs comme ça, il y a plein d'erreurs de design comme ça. Et vous savez, Euro Disney, c'est pas une appli, quoi. Donc, la question, elle est parfaitement valable. Et justement, le but de l'UX, c'est de se dire à qui je parle, qu'est-ce que la personne comprend. Et là, on en revient à des notions d'ergonomie, de mental model. Est-ce que les modèles mentaux d'un Kenyan sont les mêmes que ceux d'un Congolais, que d'un Français? Non. Est-ce qu'ils en ont en commun? Peut-être. Du coup, est-ce que je vais devoir en créer? Sûrement. Lesquels? Comment? Et donc, c'est tout ça l'intérêt, en fait, du truc. Mais c'est très, très juste. Et puis, il y a tout un tas de produits qui sont développés en Afrique qui ne pourraient pas l'être ici parce qu'il y a les services correspondants. Exactement, voilà. Exactement. Ce qui fait que, en fait, ça c'est là on rentre un peu dans un autre sujet qui est toujours dans le cadre de l'UX, mais c'est l'un des piliers de l'UX où en fait on dit toujours do things that don't scale. Faites des choses que vous ne pouvez pas scaler. Pourquoi? Parce que la qualité, ça c'est mon avis personnel, mais la qualité ne se scale pas. Quand vous êtes au niveau max de votre qualité, vous ne pouvez pas faire la même chose 1 million de fois plus grand. Je vous donne un exemple très simple que vous pouvez tester chez vous. Faites le plat que vous savez mieux faire. Essayez de refaire ce même plat pour 10 000 personnes et comparez la qualité des deux plats. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez forcément moins perdre en qualité. Et en fait, et du coup, l'idée c'est vraiment de trouver un marché, savoir comment il fonctionne et de faire le maximum pour qu'ils aient la meilleure qualité possible. Et ça ne fonctionne pas si vous prenez des recettes qui viennent d'ailleurs. Vous ne pouvez pas appliquer des systèmes qui viennent d'ailleurs. Parce que si vous voulez la meilleure qualité d'expérience, vous devez être au plus proche de votre utilisateur, de ses émotions, de son histoire, de sa culture. Et donc ça ne se scale pas. Oui. Vous connaissez par exemple un sportif comme Samuel Eto'o. Il a essayé de développer l'Internet et le téléphone au Cameroun. Il s'est planté, il a perdu beaucoup d'argent et a dû se retirer de là parce qu'il n'avait pas l'expérience vraiment du truc. Certes, il avait l'argent, mais il n'avait pas là c'est des expérience. Effectivement, il y avait une partie du UX, après il y avait une autre partie qui était plutôt en fait MVP et très business de scalabilité. En fait, on dit toujours think big, start small. Et je crois que l'erreur de Samuel Eto'o, c'est d'avoir attaqué en fait le marché global directement, au lieu d'avoir en fait conquis des petites niches et s'être agrandi en fait. Donc il y a un peu de ça. C'est des questions aussi auxquelles je peux un peu répondre si c'est nécessaire. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la UX? Il y en a eu pas mal, c'est cool. Ça attise la curiosité. Moi j'ai une petite question. Yes. C'est concrètement à Raël, comment tu peux aider, on va dire, des startups on va dire, sur leur projet, c'est-à-dire à quel moment tu peux intervenir, généralement comment ça se passe pour qu'ils puissent comprendre un petit peu ce que tu fais. D'accord.
Alors, bonne question. Alors en fait, pour créer une petite illustration, ce qui se passe en général, c'est que quelqu'un m'appelle et me dit voilà, j'ai une idée. J'ai rien défini, mais mon idée c'est ça. Et donc, ma première intervention, ça va être de dire ok, on va essayer de formaliser un peu ton idée, la mettre sur papier, la définir le périmètre, savoir vers qui tu vas vouloir la développer. Et ensuite, comment tu vois cette idée. Et donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est j'essaie de créer ce qu'on appelle les spécifications du projet, de la fonction ou du service, pour que déjà, sortir l'idée de votre tête et que vous puissiez l'expliquer en fait à quelqu'un d'autre pour que l'information puisse circuler. Alors, c'est soit sous la forme de PowerPoint, soit sous la forme de sketch, de dessin, de prototype, etc. Et à partir de là, je vous explique en fait comment la tester, quelles questions poser. Là, on passe un petit peu sur la phase ergonomique, comment faire de la user research pour tester votre idée, tester votre prototype, voir ce qui va pas, et ensuite incrémenter jusqu'à ce que l'idée en fait est définie et que vous dites ok, c'est bon, ça c'est mon MVP, ça c'est mon projet en un peu plus gros, maintenant je suis prêt à le développer, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, je vous aide en fait sur la traduction en fait de votre idée dans un langage un peu technique pour que les développeurs soient capables en fait de la concevoir vraiment, de passer du POC ou du MVP à quelque chose de concret et qu'il soit ensuite lançable, que vous puissiez voir ce qu'il y a à faire avec. Et ensuite à partir de là, je peux vous aider sur la partie communication, comment pitcher son idée pour que ce soit clair, que vous arriviez en fait à exprimer votre idée, voire à lever des fonds si tout va bien. Et ensuite, si votre projet suit son cours, je peux faire des interventions ponctuelles pour en fait reprendre un peu la température du projet, voir ce qui va pas, récolter un petit peu les retours utilisateurs et faire un petit peu le point pour avancer. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est très bien. Super. Yes. Une dernière question. Donc est-ce que tu tombes plus, enfin je sais pas si on appellerait ça client, mais c'est des entrepreneurs vers du lean startup? Du lean, alors la question c'est est-ce que je tourne un petit peu plus les gens qui viennent me voir vers du lean, c'est ça? C'est ça. Oui et non, parce que ça dépend ce que c'est que le lean pour toi en fait. Ça rejoint un peu je pense que ça rejoint ce que tu disais dans le sens où, par exemple l'erreur des taux, c'est que, de ce que tu dis, c'est que ça aurait été mieux dans le sens où dans un premier temps il faut viser un petit groupe bien défini, vérifier la tendance, faire un retour et après améliorer le produit. Alors ça c'est pas vraiment du lean. Je sais pas. Non, il n'y a pas de mal. Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça parce que pour moi c'est une conduite normale de projet. Le lean en fait, c'est vraiment. Je vous donne un exemple. Il y a Sanex qui a sorti un gel pour le corps qu'ils appellent zéro, je sais pas quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. C'est du plastique, le savon et c'est tout. Et s'ils peuvent enlever le truc, ils vous l'enlèvent. Ça c'est du lean. Lean, c'est on enlève tout pour qu'il reste l'essence même du service et du produit. Et quand tu fais du lean startup, ça veut dire tu enlèves le maximum de process, le maximum de rigidité pour qu'en fait ce soit plus fluide. Alors tu vas avoir par exemple dans le lean startup, on va te dire arrête de faire de la documentation. Tu vas faire des documents, des machins, des trucs, des wikis, enlève, discute directement avec tes équipes, fais vite fait un PowerPoint hyper synthétique de tes idées pour en garder une trace. Mais voilà, ça c'est du lean. Donc c'est un petit peu la différence. Quand on est en startup, ça, forcément la réponse vient tout de suite. Quand on est en startup, on ne peut pas se permettre de faire des ISO 9000. On n'a pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas le temps de faire un cahier des spécifications, un cahier des charges qui fait 200 pages. Sauf ce que tu veux, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que les gens achètent. Donc indirectement tu fais du lean et tu n'as pas forcément, très généralement tu n'as pas les moyens de faire du procédural. Donc oui, j'amène les gens à faire du lean. J'aime pas cette lean parce que je trouve que c'est trop épuré. Mais disons que je leur donne plutôt les outils pour pouvoir en fait bien faire ce lean. Voilà. Ça répond à ta question? Merci beaucoup. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Juste pour conclure, n'hésitez pas, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Oui, j'aurais une petite question.
Est-ce que ça vous dérange pas qu'on les prenne après à ce moment-là, comme Azimat va faire son intervention, parce qu'elle est un petit peu pressée par le temps, mais on pourra revoir en fin, d'accord? Ok. Comme il y a eu pas mal de questions. Je te laisse conclure et comme ça on Je va conclue passer. juste parce qu'il y a des gens qui sont arrivés un peu après. Donc l'idée, avec l'Africatech, on a un partenariat privilégié, pardon. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, toutes les questions que vous avez envoyées aujourd'hui, ça a profité à tout le monde, ça vous a peut-être fait avancer, je l'espère. Et l'idée, c'est vraiment qu'on essaye de, comment dirais-je, d'optimiser encore plus ce système-là. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir toutes vos questions le plus en avance possible pour que je puisse les regrouper et vous faire en fait des vrais talks qui répondent qu'à vos questions. Où je ne vous parle pas de concept général, mais je vous dis voilà, j'ai eu une question de tel, il m'a demandé ça, voilà comment je vois le truc, etc. Et comme ça, vous repartez avec des réponses qui font avancer votre boîte. Et c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais bien qu'on avance ensemble. Donc, n'hésitez pas, posez-moi un maximum de questions. Moi, je pousse des sujets un peu pour lancer les trucs, mais voyez mes interventions comme du conseil, on va dire conseil focus group, quoi, que ça serve à tout le monde. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup Araël. Maintenant, on va passer avec Azimat à l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Donc, vous pouvez l'applaudir pour l'accueillir. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Azimat Adiassa. Bon, ça fait plaisir de voir tout le monde ici. Hein? Bonsoir. C'est bien, j'ai invité une collègue là. Ça fait plaisir qu'elle ait fait le déplacement. Alors, donc, je vais vous parler entrepreneuriat technologique au féminin en Afrique. Je suis fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Sono Startup, qui sert de répertoire, donc de moteur de recherche des entrepreneurs africains. C'est mon MVP, donc c'est mon minimum viable product pour aboutir à l'espace de coworking au féminin. Donc c'est un peu pour dire que l'intervention de Riley tout à l'heure, ça a toute sa valeur. Et en fonction de vos objectifs, si vous avez vos objectifs bien définis, il y a 1000 manières de faire son MVP. Et moi, ma manière, c'est la mise en place donc, de la plateforme qui sert de répertoire. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé dans l'aboutissement final de mon idée. Donc, je vais présenter rapidement Sono Startup. C'est l'innovation. Donc, innovation, mais innovation, on innove en faisant des actions. Juste là, c'est l'unique répertoire qui valorise les initiatives des femmes africaines. Et nous avons une boutique en ligne intégrée qui sert de vitrine pour faire la promotion de produits et services des porteuses de projets africains. Et c'est également un pont entre investisseurs et entrepreneurs africains. Du moment où, même je vous le dis tout de suite, il y a une plateforme de crowdfunding qui m'a contacté il y a 2-3 jours avec la liste de 10 projets qui figurent sur ma plateforme et ils aimeraient lancer une campagne de financement participatif focus sur ces 10 projets. Et le plus encore, c'est qu'ils ont un lot de business angels qui sont tout de suite disponibles à accompagner, à faire les premiers pas dans le financement participatif. Et ça, c'est important parce que généralement, quand tu lances une campagne de crowdfunding, il faut quand même un minimum qui soit là pour donner confiance à ceux qui vont consulter ta page, pour leur donner confiance, pour les inciter aussi à faire pareil, quoi. Donc, voilà. Je vais avancer. Oui, et nous avons également des programmes informatifs et collaboratifs. Tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, il y a le Sono Council qui est le b.a.-ba des outils nécessaires aux entrepreneurs pour se faire remarquer, convaincre et mieux vivre l'expérience entrepreneuriale. On va peut-être parler de qu'est-ce qui fait la différence entre un business model et un business plan. C'est très important.
Donc ce sont ces genres de questions que j'aborde juste en un petit slide sous forme de photo, parce que la manière de communiquer aussi, c'est très important. Il y a assez de sites, il y a assez de livres aujourd'hui qui parlent de business model, qui parlent de business plan, mais on n'a vraiment pas le temps de le lire. Ça n'amène pas tout de suite vers l'essentiel. Avec Sunu Council, on va tout de suite vers l'essentiel. J'ai vécu l'expérience, je sais ce que les gens veulent voir, et voilà, je le fais comme ça, et ça passe, ça marche, ça aide beaucoup. Après, on a le Sunu Chat, donc c'est un live tweet d'1 heure de temps, et nous recevons une entrepreneure africaine qui discute avec notre audience de quelles sont les difficultés qu'elle a eu à rencontrer en voulant être entrepreneur ou en étant entrepreneur, comment elle a pu surpasser ses expériences, ses problèmes, et aujourd'hui où en est-elle. On fait un peu le bilan, un partage d'expérience, et une question que j'ai toujours l'habitude de poser, c'est pourquoi le nom de votre projet, pourquoi vous avez choisi le nom de votre projet, et également quelle est la dimension digitale de votre projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui le digital permet d'améliorer dans votre projet. C'est très important. Une fois, j'ai reçu une dame, elle fait de la cosmétique, tout ce qui est hair, ça marche aujourd'hui, hein. Ça marche aujourd'hui. Et là, moi, je ne lui ai pas demandé, parce que déjà, j'envoie les questions en avance, on s'entend avec ma guest sur quelles sont les questions. Et là, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé le nom, voilà, elle c'est Colon Nandi plutôt. Pourquoi tu ne m'as pas demandé le nom Colon Nandi, ça veut dire quoi? Ben ok, d'accord, j'ai mis la question. Et je vous jure, j'ai appris beaucoup de choses. Nandi, je pense, j'ai oublié la dialecte, mais ce serait une Amazone, une reine africaine qui a tellement de vertus. Elle a donné la signification. C'était vraiment enrichissant. Vraiment, je m'étais voulu de ne pas lui avoir posé cette question. Et quand je reviens à la dame de Bissa Cosmétique, j'ai dit pourquoi Bissa? Parce que même déjà l'écriture, ça me faisait réfléchir, voilà. Systématiquement, pourquoi Bissa? Elle dit oui, sa grand-maman, elle est décédée maintenant, elle est décédée depuis qu'elle avait 3 ou 4 ans, mais c'est elle qui portait le nom Bissa. Et Bissa, dans une des ethnies camerounaises, signifierait une belle dame avec de longs cheveux, etc. Du coup, ça fait tout le sens pour les produits qu'elle commercialise, étant donné qu'elle commercialise des produits pour les cheveux naturels. Voilà, et là on a le Follow Friday de Sunu Startup qui s'appelle Sunu FF. Donc ça présente le profil d'une entrepreneur africaine afin d'en inspirer et de motiver d'autres. Parce que l'autre chose avec nous, les femmes, c'est qu'on fait des choses vraiment extraordinaires. On a du mal à se promouvoir. On a tendance à se cacher pour plusieurs raisons. Je ne le cache pas, il y a beaucoup de raisons qui justifient le fait que les femmes africaines sont encore un peu en retrait, malgré que ce sont elles qui dominent, ce sont elles qui font l'Afrique aujourd'hui. Ok, voilà, je reste dans la présentation de Sunu Startup. Nous avons un concours, le Most Innovative Sunu Startup, donc le MIS, qui en fait, on passe par un appel à soumission de projets d'entrepreneurs. On fait plusieurs filtrages pour aboutir après à 10, une sélection de 10. Et ces 10 sont invités devant un membre de jury avéré pour faire le pitch de leur start-up. Et à l'issue de ce pitch, donc, on identifie les 3 autres. Et aujourd'hui, à notre première édition, on est en partenariat avec la French Tech Abidjan. Donc, les 3 startups qui ont eu la chance d'être sélectionnées et nommées, donc, elles ont intégré la promotion 2017 de la French Tech Abidjan. Et ça se passe très bien. Voilà. Bon, s'il y a des questions, on m'arrête. Hein? Ok. Donc, comme je disais, hein, la plateforme pour moi, c'est mon MVP. C'est ma manière de baliser le terrain, de mesurer quel sera l'impact
vraiment de mon idée de mettre en place des espaces de coworking au féminin. Et je pense que, si j'ose le dire, je suis un peu victime du succès de son startup. Se passe des choses vraiment extraordinaires avec rien que la plateforme, pas de publicité. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est que les réseaux sociaux. Et ça marche, oui. Alors, une question, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous gérez les 3 réseaux sociaux, principalement, au tout début, comment vous avez fait pour gérer autant de monde sur les 3 réseaux en même temps? Vous étiez toute seule ou... Ah oui, j'étais toute seule, je suis encore toute seule. C'est, en fait, dans toute chose, il faut la passion et la détermination. C'est vrai, moi je vous recommande vraiment pas d'aller seul, tout seul dans votre start-up. C'est mieux de se constituer en groupe pour aller loin, comme on le dit. En même temps, c'est que vous êtes un peu freiné dans l'élan quand vous êtes en groupe. Moi, ce n'est pas par choix que je suis seule aujourd'hui, mais j'ai fait l'expérience d'avoir des ambassadrices par pays. Il y a une ambassadrice du Cameroun que j'ai eue tout de suite, elle a modifié partout sur ses réseaux sociaux, elle a modifié, voilà, ambassadrice sur mon start-up parce que ça lui donne la valeur. Elle sait ce que c'est, ça lui donne de la valeur. Mais voilà, mon ambassadrice, elle est toujours dans les clashs sur Twitter, voilà. C'est elle qui clash tout le monde, c'est elle qui raconte des conneries. Et là, j'ai coupé tout de suite. Il ne faut pas nuire à mon image. Parce que tant que tu dois citer que oui, je suis ambassadrice de son start-up au Cameroun, il faut avoir un peu de retenue. Tu t'appartiens plus en tant que tel. Je prends un autre exemple, mon ambassadrice au Cameroun, voilà, pardon, au Burkina Faso. Elle déjà, pourquoi je suis allée vers elle? Parce qu'elle est blogueuse. Et elle fait partie de l'association des blogueuses du 226 du Burkina Faso. Donc voilà pourquoi je suis allée vers elle. Aujourd'hui, j'ai besoin, par exemple, de documenter les échanges sur le chat sous forme de blog, mais je ne peux pas. Parce que celle qui est censée le faire, je lui ai dit tout gentiment, hein, si je vous montre les échanges, je supplie, je me mets à genoux pour supplier pour que ça puisse marcher. Oh non, ben, je n'ai pas le temps, toi-même tu sais que, etc. Voilà, je fais des posts. Il faut relayer quand même mes posts en tant qu'ambassadrice. Mais il faut déjà que je copie le lien du tweet, je lui envoie par message privé avant qu'elle me relaie. En fait, c'est quelque chose, ça me ralentissait en fait. Et finalement, je me suis dit, pour le moment, je vais seule. J'ai remarqué quelque chose, hein. Moi je suis venue en France il y a peu de temps, il y a 3 mois, moins de 3 mois. Mais ce que j'ai remarqué ici, c'est que les gens, ils ont le sens du bénévolat. En Afrique, on n'a pas cette chance. Donc, si moi je peux vous donner un conseil, vous êtes ici, vous devrez agir sur l'Afrique ou quoi. Profitez au maximum du réseau que vous avez ici. Ce que vous avez ici, vous n'aurez pas ça en Afrique et c'est le premier facteur d'échec de votre projet. Donc, si vous voulez quitter ici pour aller vous implanter en Afrique, il faut bâtir votre mental que vraiment vous êtes seul. La notion de bénévolat, ça n'existe pas là-bas. Ça aurait pu être des gens que je payais. Elle n'aurait pas agi comme ça. Et c'est tout naturel. Je ne les blâme pas ici. J'essaie de répondre en fait à la question. Donc voilà, je suis tout le temps avec mon iPad. C'est mon second mois. Et je suis partout en tout moment. C'est pas facile, mais c'est pour vous dire, c'est faisable, c'est réalisable. Parce que j'ai un objectif. Si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Voilà, donc... Et juste pour réagir à ce que disait Riley, est-ce que tu utilises des outils comme Hootsuite ou Buffer qui te permettent de programmer, de planifier tes tweets, tes messages sur les différents réseaux sociaux pour donner la sensation que vous êtes plusieurs et que c'est régulier? Ah non, moi par contre, et je suis contre ça en fait, je suis contre ces trucs systématiques parce que quelque part, ça ne conclut pas l'interactivité avec ma cible, avec mon public. Et quand il n'y a pas l'interactivité, c'est des gens aujourd'hui, moi je les considère comme des prospects. Et si déjà mon prospect elle est mécontente, voilà, elle sera même plus ma cliente, elle n'est même plus mon prospect et elle va faire une mauvaise communication en plus pour moi. Donc j'essaie vraiment d'être très dynamique, c'est pas facile. Je suis pas encore, moi, à mon niveau, je suis pas encore à cette étape de programmer, voilà, je suis pas encore à l'étape de programmer, de faire les choses automatiquement. Je me tue, je fais peut-être 4 heures de sommeil
ça me va déjà là, je me suis soulagée. Et voilà, puisque j'aime ce que je fais, en fait, c'est devenu ma personne, quoi. Je vis pour ça maintenant, voilà. C'est pas facile, hein. Je ne cache pas. Ouais. Donc voilà, le projet espace de coworking au féminin de son start-up, ce sera où? Ce sera à Dakar, à Abidjan, à Douala et à Paris. Excusez-moi, oui. Comment vous allez faire pour avoir des coworking dans 2 continents différents et avec autant de pays? Vous allez faire des partenariats ou... Oui, comme c'est mis là, c'est le projet, c'est pas encore physiquement réalisé, mais l'idée c'est que en 4 ans, on puisse avoir une présence physique dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que d'ici l'année 2018, Sono Startup en espace de coworking sera soit à Abidjan ou à Dakar. Voilà. Donc, mi-2018, et qu'est-ce que nous allons faire? Il y aura un incubateur de start-up au féminin, donc tout ce qui est accompagnement. Et il y aura l'espace de coworking tout naturel, les freelanceuses, les porteuses de projets ou celles qui sont déjà à un niveau donné, ils n'ont pas vraiment d'adresse physique, etc. On servira d'adresse physique. On aura aussi une communauté avec laquelle toutes nos coworkers pourront échanger, pourront faire du partage d'expérience, tout ça pour avancer, pour améliorer leur projet. Donc, récolte de services, formation, ateliers et programmes innovants adaptés surtout aux réalités africaines. Quand je parle d'adapter aux réalités africaines, c'est que, moi, dans ma tête, hein, je veux pas maintenant parler de psychologie du travail tout de suite dans un atelier chez moi. C'est utile, mais en Afrique, ce n'est pas les choses que nous, on voit tout de suite. Par contre, vous venez chez moi, vous pourrez voir une dame qui fait pédicure, manicure à Adjamé, vous pourrez la voir en train de recevoir sa cliente chez moi, par exemple. Parce que le secteur informel, c'est ce qui marche en Afrique, et ce sont les femmes qui le font. Et ces femmes, ce sont des femmes qui ne se débrouillent pas dans les meilleures conditions. Et même pour moi, la cliente, j'entends déjà parler de Adjamé, c'est un marché qui est dangereux, on peut te voler, etc. Et en même temps, c'est à Adjamé que j'ai les meilleures femmes qui font pédicure, manicure, qui font la coiffure, etc. Donc, c'est comment faire pour en même temps répondre à ce besoin et valoriser aussi ses compétences. Voilà, tu viens chez moi, c'est un espace de coworking, tu as de quoi recevoir ta cliente qui se sentira en sécurité, et toi aussi tu seras plus à l'aise, tu as des matériels pour travailler, etc. Donc voilà ce que j'entends par adapter aux réalités africaines, par exemple. Oui. Donc là, quand vous donnez tout de suite l'exemple de cette dame qui vient d'Adjamé, qui va fournir des services de pédicure manicure, je suppose que c'est dans le futur ou c'est déjà fait. Et dans les 2 cas, puisque là vous faites bien de mentionner le mot informel, parce que c'est aujourd'hui, je pense que plus de 60% des entreprises, des PME africaines sont informelles, ce qui n'est pas mal en soi, mais ce qui serait intéressant, c'est de passer au secteur formel pour les faire bénéficier de tous ces outils et de tous ces moyens d'accompagnement-là. Est-ce que vous envisagez, vous, aujourd'hui, ces femmes-là que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez, vous leur donnez des conseils à ce qu'elles puissent structurer davantage de manière formelle leur projet pour demain pouvoir prétendre à un crédit selon le besoin ou toute forme d'accompagnement utile en fait? Super. C'est l'idée, donc il y a l'accompagnement, mais déjà, je ne prendrai pas la femme là tout de suite pour lui dire voilà, l'instant machin, viens, je te fais accompagner. C'est un travail dans le temps. Et pour donner un petit exemple par rapport à ce que vous dites particulièrement là, je vivais à Bamako juste là, donc il y a la fille qui m'aide à la maison, puisqu'on échange beaucoup, elle veut pouvoir faire autre chose que d'être ménagère, etc. Moi, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, oui, elle veut faire des glaces. Il fait très chaud au Mali, 36 degrés à 6 h du matin. Elle veut faire des blocs de glace pour vendre. Je dis, mais
je trouve pas ça tout de suite quelque chose. Elle dit non, en fait, c'est pas pour vendre à Bamako, c'est pour amener dans les banlieues bamakoises où il y a les gens qui font les ressources minières, etc. D'accord, mais comment tu peux produire en quantité pour satisfaire cette clientèle? Elle m'a dit non, qu'en fait, ils utilisent les moteurs des climatiseurs qu'ils mettent dans les congélateurs. Ça fait qu'en 30 minutes, tu as de la glace. J'ai dit d'accord, c'est pas une mauvaise idée ça. Mais ça coûtera combien? Elle m'a dit, elle va demander. Quand elle est revenue, elle dit, oh c'est trop cher, ça fait 1 million. J'ai dit d'accord, mais est-ce que tu as pensé à faire autre chose alors? Elle dit oui, de lui ramener, puisque je suis du Bénin, elle veut que je lui ramène les tissus WAS du Bénin pour qu'elle revende. J'ai dit tiens Mariam, pour ne pas te mentir, j'ai vu Bamako, il y a assez de choses ici. Ramener les choses du Bénin en petite quantité pour que tu revendes, c'est pas tout de suite bénéfique pour toi. Par contre, ce qu'on va faire, tu vas au grand marché de Bamako, tu achètes les tissus là-bas et tu revends. Là, je peux t'aider pour ça. Elle n'a pas refusé et voilà, elle a commencé. 200 000 francs CFA, c'est ce que je lui ai donné pour commencer. Elle tournait ce business. En moins d'une semaine, elle a fait 2 fois les 200 000 francs. Et tenez-vous tranquille, hein, elle prenait les pagnes à 3 750 francs CFA. Désolée, je ne connais pas euro, je ne maîtrise pas euro. Qui me dit en euros là? Peut-être un peu moins de 6, autour de 6 euros quand même. Et elle revendait à 6 000 francs. Franchement, c'est elle qui fait du business. Elle a presque le double de ce qu'elle faisait en même temps. En un temps record, mais physiquement, Mariam, elle a changé et je l'ai travaillé. Elle a fait la photo pour qu'on fasse la carte d'identité et pour qu'on ouvre un compte bancaire. Et tout partira de là-bas parce que je lui ai dit, moi j'ai parti de Bamako, il faut que ton business continue et que ça prospère. Donc, la formalisation, ça commence aussi par là. Si elle a déjà un compte bancaire, le reste, bon, voilà. Ok, je pense qu'on a parcouru ça pour un peu avancer. Voilà. Et là, je reviens en fait sur le thème de mon talk qui est l'entrepreneuriat technologique au féminin. Là, vous avez un visuel de mon partenariat avec le groupe Obgis. Obgis, c'est un jeune comme vous et moi, camerounais, qui a pour ambition de former 10 000 codeurs en Afrique à l'horizon 2025. D'accord? Et encore une fois, un partage d'expérience. Comment est né mon partenariat avec Douglas? Il s'appelle Douglas Mbiandou. J'ai vu le tweet, donc ça paraît intéressant, 10 000 codeurs en Afrique en 2025. Et j'ouvre, je vois c'est un peu moins d'1 million, 1 500 € la formation. Et tout de suite, j'ai rebondi, je dis, votre idée, elle est parfaite. Le contenu de votre formation, je valide, mais le coût, je ne valide pas. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Ces personnes qui pourraient être intéressées par votre offre, c'est des gens qui ne peuvent pas se payer une formation à 1 million en une année. Et de surcroît, vous ne garantissez même pas un petit emploi après ça. Comment voulez-vous que les gens cela y payent? Et tout de suite, il est tombé dans mon message privé. Hein. Ah oui, il est tombé dans mon message privé que... Donc c'est moi qui est sur mon start-up, il observait de loin depuis, il y a de la crédibilité, c'est bien, c'est authentique, machin. Ce qu'on va faire, voilà, on fait un partenariat. Qu'est-ce que je fais? Il a une web série qu'il a tournée. Donc je mets la web série sur mon site web et en échange, quand il fait son tour en Afrique pour lancer son projet, il me donne un voucher, donc un ticket gratuit que moi j'offre à une fille. Suno Startup fait intégrer une jeune fille africaine au programme 10 000 codeurs. Et ça marche. Voilà, donc voilà comment est né mon partenariat avec Obgis. Donc tout ça en fait, pourquoi c'est important ce genre de partenariat? On parle d'entrepreneuriat technologique au féminin parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font un peu le mélange entre entreprendre technologiquement et utiliser le digital dans son projet. C'est tout à fait différent.
autant que nous sommes ici, il faut qu'il y ait une dimension du digital dans notre projet. Mais nous ne sommes pas toutes ou tous appelés à entreprendre technologiquement. Ce que j'entends par entreprendre technologiquement, d'accord, je suis une femme, j'ai une start-up, par exemple, qui ne fait que de l'e-commerce, qui ne propose que des sites e-commerce pour une cible bien définie. Là, je suis dans du business technologique en tant que femme. Et un autre exemple, peut-être, c'est, voilà, je suis peut-être développeuse, je maîtrise bien tout ce qui est langage de code, etc. Voilà, je lance mon masterclass que je fais payer les gens, donc je fais un masterclass et je parle du codage, comment coder, etc. Voilà. Donc c'est ça en fait l'entrepreneuriat technologique. Et le fait d'avoir ce genre de partenariat, cette jeune fille ivoirienne qui a déjà commencé sa formation avec Obgis, c'est sûr, elle sortira avec un mind, une idée de vouloir entreprendre, de vouloir réfléchir, créer peut-être une application pour les diabétiques au Sénégal, etc. Donc voilà, et en créant son application pour les diabétiques, par exemple, elle peut avoir un partenariat avec peut-être une pharmacie ou quelqu'un qui fait les produits locaux pharmaceutiques africains pour que, voilà, si tu veux, toute personne qui ouvre mon application, ils verront ta bannière d'abord avant d'accéder à l'application. Et là, il se fait de l'argent. Donc voilà un peu des exemples d'entrepreneuriat technologique. Question, oui? Comment vous arrivez à faire, enfin, quel est votre projet en tant qu'entrepreneur, comment vous gagnez de l'argent réellement avec ce genre de projet? Avec son start-up, actuellement, je ne me fais pas de l'argent. C'est un choix parce que je fais beaucoup de choses. On me dit, wow, pourquoi tu ne prends pas de l'argent à Zimat? Je dis non, pas maintenant. L'argent, en fait, ça viendra. Moi, je veux créer une notoriété, je veux avoir une bonne base, je veux servir de référence, en fait. Et après, l'argent viendra. Parce que tout de suite, les plateformes, c'est pas facile de gérer. Hein. Je vous dis pas, en fait, c'est la chose la plus simple à faire pour quelqu'un qui porte un projet. Mais en même temps, c'est la chose la plus difficile à réaliser dedans. Et comme moi, j'ai dit, ma plateforme, c'est juste pour baliser le terrain et puis faire mes espaces de coworking. Là, maintenant, le business va démarrer là-bas. Sinon, il y a plusieurs, je vous dis, je vous le dis tout de suite, le recrutement, c'est payant. Obgis, je pouvais lui dire, oui, je ne mets pas ta vidéo gratuitement contre seulement une personne à Abidjan. Je veux ça pour 2 personnes. Et moi, derrière, je peux revendre les tickets. Là, voilà, la formation, elle coûte 1 million, mais viens chez moi, je te donne ça à 400 000, je me fais mon argent. Mais franchement, je fais rien de tout ça. C'est ma manière d'accompagner, de soutenir les jeunes femmes africaines. C'est la dimension sociale de mon projet, si vous voulez. Sinon, il y a plein de manières de faire. J'ai été contactée par des gens qui veulent faire de la publicité sur mon site et j'ai refusé, par exemple. Donc, tout ça, c'est des entrées de fonds. Si je dois dresser aujourd'hui un business model pour son start-up, voilà, tout ça, j'ai une référence. Bon, beaucoup ne me connaissent pas peut-être ici, peut-être sur Google. J'ai de quoi me faire de l'argent à travers ma plateforme, mais délibérément, stratégiquement, j'ai choisi de ne pas en faire pour le moment, quoi. Voilà. Et je passe suivant, voilà. Voilà, ça c'est un autre partenariat avec MEST, toujours pour parler entrepreneuriat technologique au féminin. L'histoire avec MEST, c'est quoi? MEST Africa, c'est un programme d'accompagnement technologique et entrepreneurial. Ils sont basés au Ghana et depuis qu'ils existent, ils ne se sont jamais ouverts aux pays de l'Afrique francophone. Tout ce qu'ils font, c'était juste la diriger vers l'Afrique anglophone. Et il y a un festival à Abidjan, Africa Web Festival 2016, où j'étais speaker, j'étais panéliste et j'avais un stand pour son start-up. La représentante MEST, côté Afrique de l'Ouest, elle est passée
dans mon stand, on a échangé. Et là, vraiment, elle était tout de suite intéressée. Du coup, elle m'a promis que non, nous, on va recruter des jeunes filles ivoiriennes via Sono Startup pour le programme MEST orienté Afrique francophone. Donc voilà comment le partenariat entre Sono Startup et MEST est né. Et là, ils m'ont demandé, ils veulent 10 femmes, 10 jeunes filles ivoiriennes pour rejoindre leur programme. Ça commence en août 2017. Donc voilà, on a mis 200 jeunes femmes ivoiriennes pour pouvoir faire le tri parce que je ne vous dis pas, c'est un long processus. Donc maintenant, avec la notoriété de Sono Startup, celles qui ont postulé par Sono Startup, elles ont franchi 2 étapes en avant. C'est-à-dire que voilà, tu es une jeune femme ivoirienne, tu veux intégrer MEST. Ce n'est pas Sono Startup qui peut te faire intégrer MEST. Tu peux passer par le site de MEST. Et là, tu fais d'abord une première entrée, on évalue déjà, non, nous on ne prend pas, voilà, tu es déjà écarté tout de suite. Ou peut-être tu passes la première étape, tu arrives à la deuxième étape, ils regardent encore, non, allez, de côté. Donc déjà, celles qui ont la chance d'être recrutées via Sono Startup, elles passent déjà 2 étapes. C'est que tous les CV que moi j'ai envoyés à MEST aujourd'hui, c'est les CV qui ont été décryptés. Alors qu'en passant par MEST, tu n'as su même pas atteindre l'étape qu'on reçoive d'abord ton CV. Toujours le même objectif, en fait, c'est de former des jeunes filles développeuses capables de répondre à un besoin concret. Parce que tant qu'il y a un besoin, tant qu'il y a un problème, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir trouver une solution pour répondre à ce problème. Surtout adapté à ton environnement. C'est très important. Tu proposes une offre qui n'est pas adaptée à ton environnement, ça ne passera pas. Je vois beaucoup de startups collaboratives. L'idée collaborative en Europe, c'est très bien, mais en Afrique, moi, je sais que ça ne va pas marcher. On préfère peut-être jeter notre nourriture que de dire, voilà, je vais mettre sur une plateforme que aujourd'hui je cuisine du haricot. On n'est que 2, mais là, ce sera pour 4. Passe chez moi manger si tu veux, tu contribues. Non, l'Africain ne va même pas d'abord t'ouvrir ta porte pour que jusqu'à tu manges. Mais lui-même ne voudra même pas manger chez toi. Qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est que tu veux le tuer. Donc, c'est des choses qui ne marcheront pas en Afrique. Donc, toutefois, quand vous réfléchissez à un projet, vraiment, intégrer la dimension cible. Qui est votre cible? Comment réfléchir votre cible? Tout ce qui marche en Afrique ne marchera pas en Europe. Tout ce qui marche en Europe ne marchera pas en Afrique. Et tout ce qui marche au Sénégal ne marchera pas au Bénin. Là, je ne vous le cache pas. Faites vos recherches, dites-moi. Quand les chercheurs, whatever, ceux qui font les sondages, etc., regardez, quand ils font leurs études, franchement, le Bénin n'a pas. Les Béninois, nous sommes différents. Par contre, quand ils font leurs études, ils voient que ce produit, le Béninois, ils le consomment. Ils ne répètent pas l'étude ailleurs. Hein. Ils savent que systématiquement, les Sénégalais le consommeront. Ça vous dit que le Béninois, il a un pouvoir qui les aide chez les vendeurs, chez ceux qui proposent des produits. Parce qu'on sait qu'il réfléchit beaucoup et tout de suite. Voilà. Et donc, c'est important. N'allez juste pas faire, voilà, il y a ça déjà, il y a ça en France, il n'y a pas ça en Europe, donc il y a ça en France, il n'y a pas ça en Afrique, je peux aller le faire, je suis le premier. Ah non, là tu échoues rapidement. Ouais. S'il y a des questions, on m'arrête, oui. Quels sont les critères que vous regardez lorsque vous sélectionnez les porteurs de projet? Super. Je vais toujours partir sur partage d'expérience. Quand je voulais recruter une jeune fille, seulement une jeune fille pour Obgis en Côte d'Ivoire, j'ai reçu une 50aine de CV. Rapidement, j'ai fait le tri. Le premier critère pour moi, c'est le sexe. Est-ce que tu es femme? Validé. Est-ce que tu as fourni tout ce que je t'ai demandé, les dossiers? C'est impératif. C'est les petits trucs de rien du tout, mais qui nous aident, nous, rapidement,
à se débarrasser, à aller vers l'essentiel. Parce que cette personne qui postule, elle est censée avoir compris ce pourquoi elle postule. Elle est censée vraiment avoir lu tout ce visuel. Parce qu'on dépense pour faire ce visuel et on le fait pour vous. Pourquoi maintenant tu me soumets ton dossier et tu ne mets pas ta pièce d'identité? Qu'est-ce qui me dit que tu es ivoirien? Et pourquoi tu veux que je revienne te demander alors que j'ai déjà mis ça? Voilà encore un autre critère. Est-ce que tu réponds à... Tu as vraiment fourni tous les dossiers qu'on t'a demandé? Et l'autre critère qui est très important, c'est ton profil. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Là, je retrouverai ça aussi dans ta lettre de motivation. Très important. Et je ne suis pas écharpe, mais j'ai acquis certains trucs. Quand je vois une motivation qui n'est pas écrite par la personne qui me l'adresse, je le sais aussi. Et là, je mets de côté. Et pour finir, hein, je fais un appel. Il y en a, comment tu postules? On te demande tes contacts, etc. On essaie de te joindre par mail. En 24 heures, tu ne réponds pas. Inadmissible. Parce que tu cherches quelque chose. Tu es censé être dynamique, être vraiment réactif. Ou je t'appelle au téléphone une fois, d'accord, je te l'accorde. Je te rappelle la deuxième fois. Tu as la chance, peut-être c'est un vendredi. Le vendredi, je suis très gentil. Mais je te rappelle la troisième fois, bon, tu ne réponds pas, ben c'est mort, là, c'est fini. C'est fini pour toi. Et pour celles qui ont la chance que j'ai au téléphone, et je pose des questions, je dis par exemple, qu'est-ce qui te motive? Ah non, mais celle qui m'a dit, comment ça, qu'est-ce qui me motive? Merci mademoiselle, à très bientôt. Et puis je raccroche. Voilà. Il y a l'autre vraiment très gentille, enfin pas très gentille, et c'est ce qu'elle veut en fait. Elle m'a dit, vraiment, son speech de motivation, non mais c'était bien quoi. Je sais tout de suite que celle-ci, elle mérite la place. Et je lui ai accordé, et tout le temps, juste la prend en photo, on tape sur mon status, voilà, la bénéficie. Je sais qu'elle fait de belles choses avec eux là-bas, ils sont contents. Donc voilà un peu les critères. Oui. Okay. Par rapport à ce qu'elle disait, les candidates que vous choisissez, est-ce qu'elles sont forcément obligées d'être en Afrique ou est-ce qu'elles peuvent être ici et vouloir investir, s'installer là-bas après? Oui, si c'est pour les porteuses de projets, parce qu'il faut comprendre, on travaille à plusieurs niveaux. Si c'est des porteuses de projets, oui, et la majorité aujourd'hui, c'est la diaspora. Hein. La majorité des gens qui assument ma plateforme aujourd'hui, c'est la diaspora africaine qui réside un peu partout en Europe, au Canada. Donc, ça dépend. Tu peux être ici si tu sais que vraiment ça t'intéresse. Tu vois ce genre d'annonce, ça t'intéresse, tu peux aller faire 1 an au Ghana, sachant que c'est tout frais payé, argent de poche, logement, etc. Tu vois que tu pourras même apprendre, développer la linguistique, tu peux apprendre l'anglais, te faire une autre communauté que ton clan habituel, etc. Si tu sais que tu peux le faire, tu postules. Moi, encore une fois, tu es une femme, tu es ivoirienne, c'est très important. Comme on travaille par secteur, il faut que ce soit une Ivoirienne qui bénéficie, quoi. Peu importe là où tu es. Et l'âge? Oui. L'âge aussi compte ou pas? Particulièrement pas, voilà, et très bien pour la question. L'autre chose que je voudrais ajouter, tout à l'heure j'ai parlé de profil. C'est pas parce que tu as un bac plus 2, un bac plus 3 en journalisme que tu peux pas faire ça. Non. Si tu as vraiment la volonté, c'est pour ça qu'il est important l'entretien de motivation. J'ai reçu des vidéos, elle est comptable, machin, elle me dit dans sa vidéo, pourquoi je veux intégrer le programme, c'est parce que je sais que j'apprendrai à développer, j'ai pour ambition de révolutionner la gestion comptable. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'applications qui se font, parfois c'est trop cher pour les entreprises, parfois ça bug beaucoup, etc. Moi, j'ai une idée et je sais que si j'apprends le code, je peux développer une solution qui va répondre à toutes les problématiques que rencontrent les solutions existantes. Du coup, ce n'est pas tellement un profil figé, il faut déjà être dans la tête, il faut avoir un bac plus 2 en développement, non. Tout dépend de la motivation. Oui, il y a une main. Par rapport à la motivation, vous ne pensez pas qu'il y en a qui sont aptes à montrer sur le terrain que dire à l'oral leurs compétences?
Non, moi je pense qu'il faut que vous travaillez votre motivation parce que par rapport à la question du jeune homme tout à l'heure, est-ce qu'il faut être ici? Tu penses qu'il fallait qu'il se déplace d'abord en Afrique pour faire son entretien de motivation et si on ne le retient pas, il va revenir en arrière? Non, je pense que c'est des choses qui se travaillent entre amis, etc. Et discutez, n'ayez pas peur de vous exprimer, ayez une idée claire de ce que vous voulez et sachez l'exprimer clairement à l'autre bout de fil, quoi. Le reste, sur le terrain, en fait, c'est le fait de faire le tri par rapport à un profil Bac+2 déjà technique. Ça, par contre, non, on ne fait pas ça. Mais la motivation, il faut que tu me le prouves. Regarde celle qui a fait la comptabilité, elle ne connaît rien du développement. Mais je sais que c'est quelqu'un qui peut intégrer le programme parce qu'elle elle nous aide même déjà. On sait comment l'accompagner, elle, tout de suite. Donc, on n'a pas besoin d'une interactivité physique pour mesurer la motivation, quoi. Oui. Question? Une question ici? Oui. C'est partiellement répondu. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'était pas plus intéressant pour les femmes qui veulent entreprendre et qui veulent faire du code, de les diriger vers des choses qui existent déjà en ligne, qui sont en grande partie open source, plutôt que de les prendre en formation qui sont... enfin, je connais pas, j'ai pas bien vu l'offre que vous faites, mais qui est en fait refaire ce qui existe déjà, et qui donc ça fait presque 2 fois une perte de temps et de moyens par rapport aux besoins réels qu'elles ont sur le produit et les services qu'elles veulent offrir. C'est une très belle question, c'est assez pertinent, mais je vais partir déjà d'exemples très simples. Il y a beaucoup de trucs maintenant, oui, etc. Ils disent voilà, fais ton site par toi-même. Mais franchement, quand tu t'y mets, tu vois que malgré les tutos, etc., ce sera jamais comme si un web développeur te le fait. D'accord? Et maintenant, l'autre avantage d'intégrer ce genre de programme, c'est que tu sors avec un label. Et ce label, c'est le programme qui te l'offre. Le MOOC, Open Source, whatever, ils ne te l'offriront pas en tant que tel. Et là, tu as la chance d'avoir une communauté. Encore une fois, la réussite d'un projet, c'est à partir de la communauté qui t'entoure. Maintenant, je finis, oui. Maintenant, pour finir encore, je ne sais pas si c'est marqué là, c'est $50 000 après la formation pour les projets vraiment innovants, viables, les projets porteurs d'avenir. Donc, les MOOC, c'est bon, les open source, c'est bon, mais on a toujours besoin d'un appui, on a toujours besoin d'une main extérieure, physique, pour y arriver. Et les MOOC, moi par contre, mais personnellement, ces genres de tutos, ces formations en ligne que tu peux faire sans intégrer une école, même si c'est gratuit, c'est beaucoup plus adapté pour des gens qui connaissent déjà. Des gens qui ont déjà un profil typique, qui peuvent aller seuls, qui peuvent se débrouiller seuls. Moi, quand je monte sur un truc WooCommerce aujourd'hui, je le fais. J'aide mon développeur à arriver à un moment donné, j'ai des contenus, j'ai des photos, etc. Je peux mettre les WooCommerce, ce que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire tout de suite. Parce qu'il y a tellement de choix avant de savoir que oui, il faut sélectionner produits, nouveaux produits, et mettre la quantité et tout ça, tout ça. Il faut un minimum de prérequis. Alors que, encore une fois, faut pas tuer l'ambition qui existe chez les gens. Et pour ne pas le tuer, pour quelqu'un qui fait de la comptabilité, qui veut coder aujourd'hui, je ne l'enverrai pas avec quelque chose de open source. Elle va comprendre quoi. Elle aura les mots de tête, elle sera découragée, son projet, il est mort. Et je me permets de rajouter quelque chose rapidement, c'est que aussi, comme elle parlait tout à l'heure de réalité sociale ou culturelle différente, c'est clair qu'il ne faut pas réfléchir dans notre contexte ici en Europe où, comme elle dit, non seulement il y a un prérequis, mais les connexions sont illimitées, gratuites, etc. Là-bas, si on voulait accéder à ces ressources, il faut déjà payer la connexion Internet, qui est un gros frein pour la plupart des gens. Open source ou pas, et quand il faut streamer des vidéos, ça coûte très cher.
Je dis ça parce que j'ai monté un projet de e-learning avant, j'étais aussi dans la formation présentielle, et clairement la formation présentielle, c'est bien plus adapté aux réalités africaines que le tout en ligne qu'on a ici. Mais moi, je fais des clés USB pour de la famille, parce que même pour télécharger un simple programme... Voilà. Il faut prendre tout ça en compte, et du coup, c'est clair qu'une formation présentielle, à l'heure où on est rendu aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux, quelqu'un qui vraiment nous prend par la main, et quitte à par la suite, cette personne qui aurait ces prérequis qu'on aurait ici, puisse s'appuyer maintenant sur, comme tu as dit, les Coursera ou autres tutoriels en vidéo gratuits en ligne. Mais il faut cette première étape de présentiel que nous on n'a plus naturellement ici avec l'école, les universités, etc. Et j'aimerais juste rajouter une chose, c'est que nous on a la chance, c'est qu'on a fait un parcours numérique, on va dire iPod, ordinateur, smartphone. Il y a des personnes, je leur demandais d'entrer dans le code, en fait c'est des langages qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça passe par un langage d'une configuration d'ordinateur déjà. Mais il y a des gens qui vont peut-être investir pour dire, bon voilà, il y a une personne qui a l'air bon pour la logique, ok d'accord, ben faut acheter l'ordinateur, ok, quel ordinateur, et en fait ils ont un langage informatique qu'ils n'ont jamais connu avant, et en fait c'est le boom technologique qu'on a connu, et en fait c'est vraiment une représentation différente. C'est clair. Parce que moi j'ai eu quelqu'un de ma famille qui m'a demandé, ben écoute, est-ce que tu peux m'offrir un ordinateur, ok, je voudrais coder, oui, mais il ne comprenait pas trop, il y a des mots, des références, il ne comprenait pas, donc c'est aussi ça aussi, c'est que... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de donner des cours, des formations beaucoup trop généralistes et donc s'éloigner de l'objectif final des projets? Non. Par contre, ça non. Il faut faire un tour sur le site de Mest Africa, il faut faire un tour sur Obgis. Même dans sa web série, tu comprends tout de suite l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir former des développeurs, des codeurs qui veulent entreprendre dans un domaine donné. Rien de généraliste. Rien de généraliste, c'est concret. Et la durée de la formation aussi, ça définit tout. Voilà, c'est 12 mois, c'est des choses, c'est un programme bien établi. J'imagine c'est peut-être 3 mois de cours théoriques. Les 3 prochains mois, c'est qu'est-ce que tu veux faire, un peu un coaching entrepreneurial. Après, maintenant, applique, etc. Moi, dans ce que vous m'avez répondu, là, il y a quelque chose qui me pose problème. C'est que vous avez dit, vous veut former des développeurs qui veulent s'appliquer sur des projets particuliers. Mais du coup, pour moi, c'est ce qui partage une expérience en fait. Oui. Parce que là, en fait, je pense que le monsieur vise, il parle dans le public qui est de l'autre côté, mais même ici, l'exemple, moi je suis l'exemple typique de ce que vous dites là. J'ai été diplômé d'un master en technologie des systèmes embarqués, et du coup, j'ai fait 2 années de code en fait, dans une école en alternance. Je veux dire, avant d'intégrer cette formation-là, j'avais du mal, je partais sur des tutos, mais en fait, sur le tas, vous êtes perdu. Je vais vous le dire. J'ai intégré cette formation, c'est une formation qui était super rapide, comparée à des copains qui faisaient l'informatique depuis la première année. Je veux dire que nous, on avait une formation super accélérée, parce qu'on avait un prof dans un tel langage, on avait 3 jours, et pendant 3 jours, on faisait que ça, donc c'était super, ça allait super vite. Mais sur le coup, puisqu'on nous donnait les outils qu'il fallait, et tout seul à la maison, quand tu vas sur un tutoriel aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller sur un cours. Je ne dis pas tout seul à la maison, moi. Non, mais je ne dis pas le contraire. Moi, je vous dis ça en plus, en fait. Aujourd'hui, quand il y a un langage ou il y a quelque chose, quand j'y vais, je sais avec quelle approche, comment on appelle entamer la chose, en fait. Donc, tout de suite, ça peut me guider. Alors qu'une personne qui ne connaît pas du tout l'informatique, quand vous lui dites, allez, c'est l'open source, vous le perdez déjà. Alors, je suis désolé, on va raccourcir un petit peu parce que voilà, le temps arrive bientôt à la fin, mais c'est super intéressant, on pourra en reparler à la fin. Voilà, ça c'est un autre partenaire de son startup. CFAO Technologies, Côte d'Ivoire, c'est un géant. Quand on parle technologie, tout ça en Afrique, c'est vraiment un géant. Et je raconte aussi la petite histoire. Le directeur général de CFAO Technologies Côte d'Ivoire, M. Philippe Choyer, il m'a contacté via Twitter. Voilà, je vois ce qui se fait avec son startup. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que CFAO Technologies Côte d'Ivoire peut faire avec son startup? Et il m'a appelé, on a eu un échange, voilà.
finalement, on est parti sur un hackathon au féminin. Aujourd'hui, Microsoft aussi est intéressé, donc ce sera avec Microsoft. On prévoit ça pour la mi-juillet à Abidjan. Encore une fois, le but du hackathon, en fait, c'est avoir des groupes de jeunes filles. Toujours, hein, le sexe c'est important. Les groupes de jeunes filles ivoiriennes, puisque c'est CFAO Technologie Côte d'Ivoire, qui se retrouveront dans un cadre bien fait, tout ça, voilà, chrono 48 heures, il y aura un thème central et elles seront appelées à réfléchir et à proposer des solutions. Mais pas que, il y aura un petit accompagnement, il y aura des mentors qui leur diront, voilà, je dis n'importe quoi, par exemple, voilà les méthodes de divergence, tu as une idée, vous êtes quatre dans le groupe, voilà, donnez votre idée. Si on dit diabète, selon toi, qu'est-ce que tu entends, machin. Donc, un coaching, un mentoring de 48 heures pour aider ces jeunes femmes à faire ressortir, à développer leur créativité et à répondre à des besoins dans la société. Donc c'est une manière d'attaquer, de mettre l'esprit entrepreneurial dès cet âge-là, quoi. Parce que nous, on va viser les jeunes de 16 à 22 ans maximum pour ce hackathon. Voilà les outputs à la sortie. Donc il y aura 3 projets qui seront accélérés. Donc il y aura un bureau pour les 3 projets qui seront bénéficiaires et ils seront basés dans l'enceinte de CFAO Technologie Côte d'Ivoire, le coaching, etc. Donc plus de 50 professionnels. Elles auront la chance de partager leurs expériences et c'est 6 mois renouvelables, c'est pendant 1 an. 6 mois renouvelables, c'est qu'à la fin du premier 6 mois, si on voit que voilà, tu viens sporadiquement, il y a pas, tu respectes peut-être pas les gens ou tu fais ce que tu veux, on t'exclut du programme, on remet une autre peut-être la reste, celle qui est plus proche encore, on la met dans le programme pour la faire bénéficier, quoi. Voilà, ça c'est la dernière action en fait de Sono Startup dans le Girls in ICT Day. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. C'est une journée qui a été mise en place par l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, pour élargir l'horizon technologique dans le rang des jeunes filles. Ça se célèbre partout dans le monde entier. Et cette année particulièrement, j'ai pris la décision de le faire que par les réseaux sociaux. Parce que j'ai réfléchi, qui sont les jeunes filles que je vais atteindre, 16, 14, 18 ans, etc. Elles passent plus leur temps sur Facebook aujourd'hui. Alors, le fait de dire que je vais faire quelque chose physiquement, c'est de l'investissement pour moi, dans tous les niveaux. Pour faire venir les gens, il faut investir. Et alors que je n'atteindrai pas assez, je ne toucherai pas tout de suite leurs parents si je le fais ainsi. Alors que quand je passe sur les réseaux sociaux, j'ai la chance que leurs parents ils peuvent le voir et j'ai la chance qu'elles le voient aussi. Cette chance-là, je n'ai pas ça. Une fille qui est peut-être à Korogo, elle a Internet, je ne vais pas la faire venir à Abidjan pour célébrer la journée. Mais avec Internet, je vais loin, je vais rapidement. Donc, nous, et cette année, on s'est dit que, on a remarqué aussi que il y a des filles, des jeunes filles qui fuient le domaine de la technologie parce qu'elles se disent que voilà, même si j'étudie, si je prends le courage d'abord pour étudier, si je finis, qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut montrer les rôles modèles. Il faut montrer que oui, il y en a qui l'ont fait, qui mangent là-dedans, qui mangent et boivent. Et toi aussi, tu peux le faire. Donc cette année, le thème, c'est montrer 7 jeunes femmes, 7 femmes africaines entrepreneurs dans la technologie. Donc on a eu notre hashtag Girls in ICT Day 2017, 7 entrepreneurs tech en Afrique. Et voilà. Donc et c'est quand cette journée? Pardon? Elle a lieu quel jour, la date? Officiellement, c'est les derniers jeudis du mois d'avril. C'est tous les derniers jeudis du mois d'avril de chaque année pour l'UIT. Mais partout ailleurs, vous pouvez la célébrer quand vous voulez.
sachant que l'objectif, c'est de faire connaître la technologie aux jeunes filles. Voilà, une petite, on revient un peu à son start-up, donc pourquoi nous rejoindre? Important, le réseautage c'est important, et la dame elle sourit bien, c'est pas pour rien, c'est pour voilà. Donc appartenir à une communauté multiculturelle d'entrepreneurs, se faire identifier rapidement, c'est qu'aujourd'hui, même si tu as ton projet, tu n'as pas de site web, etc., quand tu t'inscris sur la plateforme Sono Startup, tu as une adresse web directement. Tu peux taguer, voilà, Sono Startup / le nom de ton projet, et puis on te retrouve. Donc, trouver des financements, donc c'est l'aide au financement dans un temps record et transformer votre startup en un véritable empire économique. Voilà, les partenaires, voilà, et Résonance non-sud des SIAD. En fait, actuellement, je suis en accompagnement avec Résonance non-sud. C'est un programme qui a un ancrage Afrique-Europe, donc ils accompagnent les Africains de la diaspora qui ont des projets, qui ont d'abord une dimension sociale et qui ont des projets à implanter en Afrique uniquement ou en Afrique et en Europe. Donc c'est chapeauté par le Service international d'appui au développement, le SIAD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça paraît pour d'autres personnes, mais toi tu es venu faire quoi ici? Non. Je suis venu prendre un cachet sur moi-même parce que j'ai un objectif derrière. Je partirai d'ici avec la notoriété de SIAD et SIAD me cite déjà comme voilà incubé chez. Et c'est déjà pour eux aussi une référence, une fierté, parce qu'ils savent un peu ce que vaut Sono Startup déjà. Et on espère qu'on va encore faire plus de bruit avec nos espaces de coworking. Voilà. Question? Juste une ou deux questions, parce que là on a presque plus de temps, mais il faut terminer. Moi, je voulais savoir, vous l'avez lancé depuis quand? Sono Startup, c'est moins d'un an. Moins d'un an, voilà. Et le carburant. Il va peu bien. là. Et donc 4 heures par nuit. Parce que quand on vous écoute parler, on a l'impression que ça fait des années que le projet est oui, en fait, il faut se bâtir. C'est tout. Il faut se bâtir, il faut se construire. Il faut avoir, c'est quoi votre objectif. Moi, je ne me repose pas. Mais ce qui me réconforte encore, c'est que j'ai de l'impact. Et c'est ça en fait. Ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert vraiment à rien. Il a dit quelque chose tout à l'heure que j'ai beaucoup apprécié, que vous n'avez pas besoin toujours d'un site web pour faire votre MVP. C'est clair, hein? Votre MVP, c'est votre réseau et sachez vraiment bien vous entourer, quoi. Et je pense que je suis très bien physiologique. Mes deux jeunes sœurs, là, elles étaient au premier meet-up, ou bien, et puis elles étaient ensemble. En fait, ça ne favorise pas le réseautage, je vous déconseille ça. La prochaine fois, décalez-vous un peu, parler avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, parce que ce sont eux qui vous feront, qui vous diront plus la vérité, quoi. Et c'est de ça que vous avez besoin. Vous avez déjà un acquis, et il faut développer maintenant. Il faut aller loin, il faut se développer, voilà. Dernière question, et on passe après. C'est pour ça, ça vient d'où en fait, Sonou? En fait, j'ai fait le Sénégal aussi, 4 ans au Sénégal, et j'aime bien parler le Wolof. Donc, Sonou, en Wolof, ça veut dire nous, c'est que ce qui nous appartient. Je veux que les femmes, en venant chez moi, se sentent chez elles. Donc, nos startups, les startups qui appartiennent aux femmes, voilà. J'aurais peut-être dit Jigen Startup, Jigen c'est femme, mais je pense que le Sonou, voilà, c'est plus important. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup Azimat et Raël. Alors on va finir sur une dernière petite note, juste je laisse 1 à 2 minutes en fait à un intervenant qui est déjà venu au premier meet-up, mais qui a une nouvelle super intéressante à annoncer parce que c'est aussi fait pour ça cet espace.
c'est Enio de Goyave qui a quelque chose d'intéressant à vous dire. Voilà. Dans les 2 minutes. Donc, bonjour à tous. Effectivement, j'étais là au premier meet-up. Donc, je m'appelle Enio. J'ai créé Gouyave, une application mobile qui permet aux agences de voyage d'accompagner leurs clients au travers de recommandations personnalisées, d'informations pratiques ou d'achats. Aujourd'hui, en fait, je suis demandé à Boubacar de me laisser une minute pour vous faire part d'une nouvelle. Nous avons intégré en fait le Startup School de Y Combinator. Y Combinator, c'est un des meilleurs incubateurs accélérateurs du monde dans la Silicon Valley. Je ne suis pas dans l'incubateur, je suis dans la Startup School, c'est le programme d'avant. C'est vraiment déjà énorme. Merci beaucoup. Et du coup, on a aussi comme premier investisseur chez Gouyave Xavier Niel, Marc Simoncini, la compagnie conjointe privée. Et on a des clients et je suis donc à la recherche d'un cofondateur technique à qui, du coup, je compte laisser une part significative de la start-up. On va dire que c'est un chiffre, un nombre à 6 chiffres. Donc, si dans votre réseau ou vous-même vous êtes intéressé par rejoindre une start-up qui commence, on va dire qu'elle commence à monter, à décoller, venez me voir. Sinon, vous voyez avec Boubacar pour avoir mes coordonnées. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez venir me voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Enio, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux, de très intéressant. N'hésitez pas, si vous êtes soit technique ou développeur, ou si vous connaissez des personnes techniques dans votre entourage, à leur faire part, c'est une superbe opportunité. Oui. Question ? T'es parti bientôt, on a... Bon, on va le faire vraiment rapidement parce qu'on avait dit jusqu'à 20h30. C'est vrai, c'est important quand même, c'est une annonce... Alors, depuis combien de temps ta startup a été... Alors, on a commencé en janvier 2016. Sur la forme actuelle. Et donc voilà, on est passé par les phases qu'a cité notre premier intervenant. On a fait un petit MVP. On a même commencé avant avec le magicien d'Oz. On faisait nous-mêmes l'accompagnement à la main, donc ça a validé. On a fait sur une trentaine de voyageurs. Ensuite, on a fait juste une petite démo sur une vision. C'est un endroit où vous mettez des photos et vous pouvez animer, des images que vous pouvez animer. On a commencé à vendre comme ça, on a eu des premiers retours de clients, et du coup, là, depuis mars, on a développé un petit produit très, très simple, et on a commencé à le vendre. D'accord, vous êtes combien? Alors aujourd'hui, je suis, on va dire qu'en tant qu'associé, je suis seul. Il y a dans mon fonds, dans ma boîte, il y a un fonds d'investissement qui a pris des parts pour me donner du réseau. Mais du coup, c'est juste pour m'ouvrir des portes dans le monde du travel. Et j'ai bossé avec des prestataires. Et aujourd'hui, voilà, vu que je pense qu'il y a un bon marché qui se profile, voilà, je cherche quelqu'un pour monter dans la barque et m'aider à ramener. Je me permets quand même de répéter, il a dit Xavier Niel de Free, Simoncini, voilà, China Capital de Mythique. Donc, c'est pas rien, donc vraiment, n'hésitez pas, quoi, voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, je me permets de conclure très rapidement. Merci vraiment aux deux speakers, Azimat, Riley et l'intervention de Enio rapidement. Les Meetup Africa Tech, je le rappelle, c'est tous les 2 mois. On a un site web, on a un Slack, donc où on chatte, on est tous ensemble. Tous les jours, s'il y en a qui ont des questions ou des remarques, disent, comme par exemple, il a dit il y a 2 jours, je cherche un cofondateur technique. C'est pour ça que je l'ai fait intervenir au Meetup. Il y en a d'autres qui vont dire, je sais pas, j'ai fait un cahier des charges, est-ce qu'il y en a un qui peut me relire? Enfin, vraiment, c'est un mode, comme on est ici, on échange entre nous. Le but, c'est vraiment, comme on a dit, de fédérer les start-upers qui se disent qu'ils ne sont pas tout seuls. Les galères qu'on a pu avoir par le passé, parce que j'avais une ancienne start-up où j'avais pas de réseau, pas d'argent et toutes les difficultés. Là, on essaie de structurer les choses exactement comme le fait aussi Azimat pour les femmes, pour vous dire que vous arrivez dans un environnement où il y a déjà d'autres entrepreneurs, plus tard d'autres investisseurs, d'autres mentors, pour vraiment vous permettre de vous propulser, de vous lancer et d'être dans le concret et d'y arriver tout simplement, comme tous les autres groupes. Voilà, donc encore merci beaucoup pour votre présence et au prochain meet-up.